Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Thomas Labergère. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'ING France. C'est une question que je pose quasiment à chaque fois, ce mot impact. Personnellement, et puis en tant que patron d'ING France, quel sens vous lui donnez? C'est un mot qui résonne beaucoup pour le groupe ING et Ouais. pour nos activités en France. L'impact est un peu au cœur de la stratégie du groupe ING. On souhaite être un acteur engagé, responsable pour accompagner nos clients dans les transitions que nous traversons. Mhm. Et donc, ça signifie avoir un impact significatif dans le domaine social et environnemental notamment. Ouais. Et c'est au cœur de notre stratégie. Ça veut dire réduire son impact négatif, améliorer son impact positif. L'action, elle se fait dans les deux sens. Alors, si vous voulez, quand on est une banque, l'essentiel de l'impact Mhm. environnemental se mesure sur son portefeuille Ouais. d'engagement et de prêts auprès de nos clients. On a chez ING un portefeuille de 600 milliards de prêts. Et effectivement, on a engagé il y a déjà de très nombreuses années une méthodologie très innovante dès 2018 pour mesurer l'impact de nos financements et s'assurer qu'on puisse réallouer le capital vers une économie bas carbone. Ouais. Vous êtes la première banque systémique à avoir annoncé l'arrêt des collaborations avec les clients qui ne s'inscrivent pas dans une trajectoire de décarbonation ambitieuse et crédible. Alors, je vais commencer par ceux que vous avez quittés. Qui sont les clients qui ne s'inscrivent pas dans cette trajectoire? Et alors, vous leur avez dit stop ou alors vous leur avez dit changez si vous voulez qu'on reste partenaire? Comment ça s'est passé? Alors, il y a différents cas de figure. Ouais. Effectivement, on a engagé auprès de 2000 de nos plus grands clients à travers le monde une démarche où pour chacun d'entre eux, on a établi ce qu'on appelle un plan de transition. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir où se situe notre client sur la nécessaire courbe de décarbonation, Mhm. comment ils se comparent par rapport à leurs pairs, comprendre leurs actions pour arriver à une courbe idoine et une nécessaire Mhm. transition vers une économie net zéro. Et comment la banque, en s'engageant à leur côté, peut les aider à s'assurer que les ambitions soient atteintes. Alors, si le client n'est pas sur la courbe idoine, on est là pour s'assurer que son business model évolue vers la transition nécessaire. Simplement, il faut qu'il y ait une volonté de la part du client. Mhm. Et vous avez raison, certains d'entre eux ne souhaitent pas nécessairement s'engager avec les efforts nécessaires Mhm. et la célérité nécessaire. Dans ces cas-là, oui, on est amené à sortir de certaines relations. Ça nous est arrivé dans des secteurs qui sont souvent assez difficiles à décarboner, où néanmoins il existe des solutions nécessaires. Et on est très vigilant pour s'assurer qu'il y ait cette volonté réciproque d'y arriver. Alors évidemment, il y a toujours le mot qui est dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais énergie fossile, est-ce que vous continuez de financer des sociétés qui produisent de l'énergie fossile ou est-ce que vous dites pas du tout, ou alors est-ce qu'on vous dit oui, parce qu'on essaye de les accompagner sur un chemin de décarbonation? Alors, l'énergie fossile, c'est 80% de la consommation Aujourd'hui. d'énergie Ouais. dans le monde aujourd'hui. Mhm. Donc, ce qui importe, c'est d'accompagner la sortie du fossile. Mhm. Hein. Vous arrêtez aujourd'hui de financer une économie qui est une économie encore majoritairement fossile, vous créez le chaos social et le chaos économique. C'est l'objectif d'aucune des parties. Par contre, ce qui est essentiel, c'est d'accompagner la transition avec détermination, ambition et s'assurer qu'on s'assigne des objectifs mesurables et exécutables. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, la réponse, c'est que, bien évidemment, nous continuons à financer l'économie,
Par contre, ce qui est essentiel, c'est que l'IAE nous dit que nous n'avons pas besoin de champs pétroliers, gaziers supplémentaires. Mmh. Donc, nous ne finançons aucun financement de projet spécifiquement dans le fossile. Par contre, nous accompagnons nos clients pour s'assurer qu'on soit bien dans une trajectoire de décarbonation. Et sur, par exemple, la question des transports, vous allez privilégier le rail, par exemple, et aider une entreprise, financer une entreprise comme la SNCF, ça fait partie des clients d'ING France aujourd'hui? Alors, le transport est effectivement un secteur qui contribue beaucoup aux émissions. Et nous sommes très présents dans ce secteur. Pour vous donner quelques exemples, en France, effectivement, on a accompagné Eurostar pour mettre en place un financement qui est le premier financement totalement aligné avec la taxonomie du transport, qui permet de réallouer le capital vers des financements pour une transition bas carbone. SNCF, que vous avez mentionné, a mis en place un financement bancaire très large, où nous sommes le coordinateur de ce financement, avec des critères en matière économique, sociale, gouvernance, qui visent à assurer là aussi une transition vers une économie net zéro. Nous sommes très présents aussi auprès d'acteurs de mobilité type Transdev. Et pour vous donner un autre exemple dans ce domaine du transport, on a été conseiller financier exclusif auprès d'une société qui s'appelle Electra, qui met en place, avec beaucoup d'ambition, des bornes de recharge rapide, et une ambition d'atteindre 15 000 bornes de recharge dans 9 pays européens, et on a levé près de 400 millions d'euros pour accompagner cette société. Vous êtes évidemment le partenaire des entreprises, des acteurs de notre économie, une sorte de témoin privilégié des mutations qui sont à l'œuvre. Est-ce que le backlash, ce retour de bâton dont on parle beaucoup, peut-être qu'il est un peu surestimé, je veux bien vous entendre là-dessus. Est-ce que vous le ressentez déjà dans les choix de vos clients, notamment en matière environnementale? Alors, premier point, si vous voulez, pour nous, ING, c'est une opportunité pour nous différencier encore plus dans l'environnement bancaire, et réaffirmer notre engagement qui ne change pas dans l'environnement que nous connaissons, où on constate, tant en termes politiques qu'en termes d'engagement sociétal, un certain recul par rapport aux ambitions qui doivent être les nôtres, en alignement avec les accords de Paris. Maintenant, quand on regarde nos grands clients, et grosso modo on couvre à peu près 80% du SBF 120 en France. Donc beaucoup d'entreprises, pardon de vous interrompre, mais qui font du business avec les États-Unis, dirigées par un Donald Trump qui dit le changement climatique, c'est l'arnaque du siècle. Tout à fait. Bon, on est dans ce contexte-là. Et donc, la position, pour résumer, de bon nombre de ces entreprises, c'est oui, elles doivent changer sans doute le narratif localement aux États-Unis, compte tenu de l'environnement actuel, mais l'engagement fondamental de nos clients n'évolue pas. Et il continue à être tout à fait moteur dans la transition, tant sociale que environnementale, avec les mêmes objectifs en matière de diversité, les mêmes objectifs en matière de décarbonation. C'est vrai que le narratif est beaucoup moins vocal que ce qu'on a pu connaître par le passé. Ouais. Mais vous l'évaluez comment, ce retour en arrière ou ce retour de bâton? Est-ce que vous pensez qu'on le surestime? Médiatiquement, d'ailleurs. Alors, parce que, par exemple, il y a le nom ne me revient pas, mais l'alliance bancaire, les engagements pris par une alliance bancaire internationale sur la décarbonation, bon, bah, cette alliance bancaire, c'est quasiment une coquille vide aujourd'hui, parce que les grandes banques américaines en sont sorties. Donc ça, c'est quand même un signe concret d'un coup de frein. Alors, le signe concret, il y a effectivement l'alliance bancaire à laquelle vous faisiez référence. C'est vrai dans le domaine de l'assurance.
c'est vrai dans le domaine politique, Oui. avec la loi Omnibus qui risque Mmh. de se conclure par un retour en arrière significatif. Donc là, on est au niveau européen. Donc, on constate indéniablement une sensibilité très forte et une volonté d'être plus pragmatique et de simplifier. D'accord? Pragmatique et simplifié, c'est quelque chose auquel nous aspirons tous, hein. Oui. Et sans doute que nous sommes allés un peu loin dans la charge administrative Oui, liée à ces ouais. Les obligations 800 pages de la CSRD, c'était sans doute un peu trop. sans doute. Mmh. Ce qui est essentiel néanmoins, c'est de garder l'objectif, de garder l'ambition Mmh. et de s'attacher à avoir une collecte de données qui permettent aux entreprises, aux investisseurs, aux salariés d'avoir une vision claire et fiable Mmh. sur la trajectoire des acteurs économiques. Et donc, ne sacrifions pas l'essentiel sur l'excuse de vouloir simplifier, c'est vrai, des réglementations qui étaient sans doute un peu complexes à naviguer. Vous parlez de trajectoire et vous êtes la première banque mondiale systémique à avoir obtenu la validation des objectifs climatiques par la SBTi, donc basée sur la science. Déjà, je veux bien que vous nous expliquiez comment vous faites, parce que c'est exigeant d'être, entre guillemets, labellisé SBTi. Donc, quels efforts vous avez dû réaliser pour l'obtenir? Alors, cette certification SBTi Mmh. est le résultat d'années d'efforts. Mmh. Effectivement, très tôt, en 2018, avec notre méthodologie Terra, on a identifié les 10 secteurs dans notre portefeuille de prêts qui contribuent le plus aux émissions de carbone. Et en travaillant avec des parties externes scientifiques, pour chacun de ces secteurs, nous avons établi quel était les bons critères à retenir pour évaluer l'impact en matière d'émissions de carbone. 2, quelles étaient les bonnes ambitions à retenir pour arriver à transitionner vers une économie bas carbone. Et quels étaient les leviers d'action en termes de réallocation de capital pour y arriver. Et c'est vrai que cette certification SBTi est quelque chose de très contraignant, mais dont on est très fier, qui vient valider une méthodologie qui est reconnue par une partie tierce scientifique, Mmh. qui est adoubée par l'ensemble des acteurs économiques, donc une méthodologie pertinente, et puis une véritable, un véritable engagement au plus haut niveau d'ING pour transitionner ce portefeuille au fil du temps avec des points d'étape Oui. reportés au marché Ça- de manière très Ouais, régulière. c'est ça, ça permet de voir sa progression et d'en faire état. Parce que c'est aussi une façon de communiquer. C'est-à-dire que ça vous permet de communiquer en limitant le risque d'être accusé de gonfler tel ou tel progrès. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Si vous voulez, on est ravis de cette certification qui donne une Oui. crédibilité que n'ont pas les autres banques sur l'engagement et la pertinence de notre approche. Alors, il y a justement, à votre place, la semaine dernière, on avait Laurent Berger, c'est l'un des principes de l'émission. L'un des invités de la semaine précédente pose une question à l'invité du grand entretien. Il est directeur, ancien secrétaire général de la CFDT, évidemment, aujourd'hui directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui a mis en place le dividende sociétal, forcément, et il devait vous poser une question sur ce thème. On l'écoute. Bonjour Thomas, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a décidé de créer il y a maintenant un peu plus de 2 ans le dividende sociétal, qui est une manière de reverser une partie de la valeur créée à la société, 15% en ce qui nous concerne de notre résultat net. Je voulais savoir si ce processus de reverser une partie de la valeur créée à la société était quelque chose qui était en réflexion à ING ou peut-être qui se faisait déjà sous une forme différente. Et je voulais aussi savoir ce que vous pensez
cette avancée d'une entreprise qui finalement décide de répartir sa valeur, et y compris vers la société pour les projets environnementaux et de solidarité. Est-ce que vous pourriez faire la même chose? Alors, malheureusement, d'un point de vue pratique, non, je ne peux pas parce que nous ne sommes pas une entité juridique, nous sommes une succursale d'un groupe hollandais. Donc vous ne pouvez pas parler au nom de... non, c'est pas ça, c'est que je ne peux pas distribuer de dividendes. Je n'ai pas de dividendes à distribuer, je n'ai pas de personnalité juridique. Néanmoins, nous avons énormément de leviers pour avoir un impact sociétal. Et c'est au cœur de notre stratégie. Et je peux vous en mentionner quelques-uns. On l'a évoqué. Le véritable impact pour nous, c'est d'assurer la transition vers une économie décarbonée. Et assurer cette transition, ça signifie aussi pour une banque comme ING pouvoir faire des sacrifices financiers et rendre l'offre de financement liée à des projets de décarbonation plus attractive. C'est ce qu'on fait notamment dans notre portefeuille de prêts immobiliers aux particuliers. Une des difficultés de notre industrie, c'est comment assurer une efficacité énergétique des habitations individuelles des citoyens, et c'est le parc immense que vous connaissez. On a 40 millions de particuliers clients en Europe, et on a développé une offre très attractive pour susciter justement les investissements en matière d'efficacité énergétique, d'isolation, et rendre le parcours citoyen du particulier dans cet effort d'investissement beaucoup plus lisible et efficace au prix de sacrifices financiers pour ING. Autre élément important qui illustre notre volonté d'avoir un impact sociétal, c'est libérer du temps à nos collaborateurs pour qu'ils puissent investir des heures de leur temps de travail au bénéfice d'associations qui ont un impact sociétal. Et on a des relations assez privilégiées, par exemple en France, avec deux d'entre elles, HUP, qui accompagne des entrepreneurs en situation de handicap. On a reçu plusieurs fois ici. Ah d'accord, très bien. Le chaînon manquant, qui permet de collecter des invendus alimentaires pour les redistribuer auprès d'associations. Et donc, on permet à nos collaborateurs d'allouer du temps sur leurs heures travaillées au bénéfice de ces associations pour avoir un impact sociétal. Voilà une manière, en dehors du dividende que je ne peux pas distribuer, qui montre notre volonté d'être très attentif. Mais le groupe ING peut distribuer des dividendes. Est-ce que c'est plus facile pour une entreprise qui n'a pas d'actionnaire, comme le Crédit Mutuel à l'Alliance Fédérale, qui est une banque mutualiste, de prendre une décision comme celle-là, finalement? Alors, si vous voulez, il faut mesurer où est l'impact maximal des actions que je souhaite entreprendre. L'impact maximal pour une banque comme ING, c'est agir sur la décarbonation, et c'est là qu'est notre engagement. Nous avons chez ING à peu près la moitié de nos actionnaires qui sont des actionnaires nord-américains, ce qui n'est pas le cas du Crédit Mutuel, effectivement. Figurez-vous que ces actionnaires sont très sensibles à la performance financière de leur investissement. Et donc à nous de trouver le bon équilibre pour réconcilier performance financière et transition énergétique notamment, pour les convaincre d'investir dans la décarbonation. Et nous y arrivons avec succès, mais vous imaginez bien que dans l'environnement actuel, c'est effectivement un combat du quotidien. Oui, je peux comprendre ça. Vous avez rejoint, ING France a rejoint récemment le mouvement Impact France. C'est une façon de formaliser encore plus les engagements dont vous nous parliez à l'instant? Alors, c'est vrai que ING, la première banque privée non mutualiste, a rejoint le mouvement Impact France, et nous sommes ravis de cette adhésion pour plusieurs raisons. La première, c'est que Impact France est très engagé sur
les notions de partage de la valeur, sur la valeur des employés, la contribution au sein de l'entreprise, sur le projet entrepreneurial, sur la contribution à la collectivité. Et tous ces thèmes sont parfaitement alignés avec notre culture. Nous avons une raison d'être chez ING en France qui est ensemble, suscitons les volontés d'agir pour un monde plus responsable. Et donc, cet ADN nous convient bien. Le deuxième élément qui nous plaît aussi beaucoup chez Impact France, c'est cet engagement indéfectible pour réaliser ensemble les accords de Paris avec responsabilité, inclusion et ambition. C'est exactement notre feuille de route. Et on va fêter là, dans quelques semaines, au mois de décembre, les 10 ans des accords de Paris. Vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est-à-dire, vous vous dites, bon, bah, on n'a pas tenu les objectifs, on est quasiment en train de dépasser c'est acté les 1,5 degré, les plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ou est-ce que vous dites, bah oui, on a quand même fait évoluer les choses, par exemple les investissements sur les énergies renouvelables sont beaucoup plus importants que ce qui était prévu il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment vous choisissez de voir le bilan en fait? Alors, les progrès réalisés sont très importants. Ils sont importants en Europe et ils sont importants notamment en Chine, où maintenant le montant des investissements renouvelables dans le premier pays qu'est la Chine, contributeur aux émissions de carbone, sont supérieurs aux investissements dans le fossile, même si la Chine continue à investir dans des centrales à charbon. Donc, des progrès réels, une réallocation de capital tout à fait massive, mais encore insuffisant, tant en montant qu'en termes de rapidité. Donc, à nous d'apprendre des succès que nous avons réalisés pour adresser encore les points de vigilance qui sont très importants, pour rebondir sur ce que vous indiquiez. Le Global Carbon Summit vient de sortir un rapport qui nous montre qu'il nous reste 4 années de budget carbone avant d'atteindre le niveau maximum d'émissions compatible avec les 1,5 degrés que vous mentionnez. Donc il y a urgence. Néanmoins, c'est important d'avoir un narratif, je crois, qui suscite l'adhésion, l'envie d'y arriver, plutôt que la défection et l'envie de baisser les bras. Bien sûr, ça je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça rejoint la question que j'allais vous poser sur est-ce qu'il faut plus investir sur les dépenses, alors on appelle ça la mitigation, c'est pas très joli, mais la lutte contre le réchauffement, ou alors au contraire sur l'adaptation. C'est-à-dire se dire, de toute façon, les plus 2 degrés, on va sans doute y être, parce qu'effectivement, on ne va pas réussir en aussi peu de temps à faire baisser nos émissions de carbone. Donc il faut d'abord dépenser de l'argent sur l'adaptation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut mener les deux en parallèle, mais c'est vrai que les montants sont massifs. Les dépenses d'adaptation vont aller en augmentant au gré des manifestations du dérèglement climatique que nous vivons tous. La difficulté des dépenses d'adaptation, c'est que ce sont des dépenses qui sont dilutives à court terme à la profitabilité des entreprises. Néanmoins, il faut mener les deux champs en parallèle, la transition et l'adaptation. Et si vous voulez, je pense que les sociétés d'assurance et la nécessité d'assurer son parc industriel et son outil de travail va forcer de plus en plus le besoin de ces montants d'investissement et de dépenses. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de ce que vous avez mis en place en matière de défense. Vous avez annoncé la création d'un hub défense qui est opérationnel depuis le 1er juillet 2025. Pourquoi ce choix? Alors, la défense était, pour simplifier, effectivement un sujet proscrit chez ING, de fait de sa culture hollandaise sans doute. Et nous sommes un acteur engagé dans la société de tous les jours et on doit s'adapter à l'évolution des priorités, à l'évolution de l'environnement.
Nous sommes dans un environnement depuis maintenant 3 ans où on se rend compte que pour protéger la paix, il faut se préparer à la guerre. Et c'est un paradigme totalement nouveau en Europe. Et on se doit, comme acteur responsable bancaire, de prendre ça en compte, ce que nous avons fait, et nous sommes maintenant très désireux d'accompagner l'ensemble des acteurs dans la filière de la défense pour aider à recréer une souveraineté européenne en matière de défense, qui est très insuffisante à l'heure actuelle. On connaît les objectifs importants que l'Europe s'est assignés en la matière, et donc à nous d'être un facilitateur de cette transition vers une souveraineté européenne, y compris dans le domaine de la défense et pas seulement dans le domaine de l'énergie ou de la transition environnementale. Merci beaucoup Thomas Labergère et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.